Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal du soir sur Télé-Liban. Contrairement à toutes les attentes, la formation du gouvernement n'a pas été annoncée. L'entretien qui a réuni à la mi-journée le chef de l'État Joseph Aoun et le premier ministre désigné Nawaf Salam, en présence du président de la Chambre Nabih Berri, indiquait que l'annonce du nouveau gouvernement était imminente. Salam et Berri ont tous deux quitté le palais de Baabda sans faire de déclaration. Le secrétaire général du gouvernement Mahmoud Makiye, responsable de la publication officielle des décrets, a lui aussi quitté le palais présidentiel de Baabda sans faire de commentaires. Cette fin abrupte de la réunion entre Aoun, Berri et Salam signale que les discussions n'ont pas permis de trouver un accord sur la nomination du 5e ministre chiite. Le chef de l'État et le chef du cabinet désigné veulent en effet nommer ce 5e ministre chiite en contrepartie de l'attribution des finances à Yassine Jaber, une option qui semble donc avoir été refusée par le président du Parlement. En tout état de cause, la formation du gouvernement occupe un pan important de la visite de l'envoyée américaine Morgan Ortagus au Liban. Cette dernière, qui succède à Amok Sockstein, s'est vue confier le dossier libanais par le président américain Donald Trump. Au programme de ces entretiens au Liban, outre la formation d'un gouvernement porteur de réformes, le retrait des forces israéliennes, l'application de la résolution 1701, entre autres résolutions internationales relatives au Liban, mais aussi la souveraineté de l'État et sa détention exclusive du monopole des armes. Une messagère de plus, mais d'un genre différent cette fois, la tempête Assil. Assil a apporté la neige et pluie en quantité. Dès les premières heures de la journée, la neige est tombée à une altitude de 900 mètres. Son épaisseur a atteint 30 cm dans certaines régions et en haute altitude, elle a atteint 80 cm sur les cimes de Kamoura, dans le nord du Liban. Les fortes pluies ont provoqué des inondations sur les routes. La neige a recouvert les villages et les villes dans les différentes régions, notamment dans le Chouf, le nord et dans la Mecca occidentale, isolant certaines localités qui culminent à plus de 1000 mètres d'altitude, la neige ayant atteint 700 mètres dans la région de la Mecca et 800 mètres au Liban Sud. L'activité des écoles et autres institutions dans ces différentes régions a été perturbée. Les orages accompagnés d'importantes chutes de neige et de baisses de température ont entraîné la fermeture de nombreuses écoles, tandis que le trafic routier s'est affaibli, plusieurs routes étant devenues impraticables et coupées surtout en montagne. Enfin, je vais profiter de cette occasion pour appeler les visiteurs de faire de bien, de ne pas se rendre dans la région durant la tempête pour ne pas aggraver la circulation. Et la municipalité va plus tard émettre des instructions concernant l'état des routes et les mesures prises pour garantir la sécurité publique et veiller au confort des citoyens. Et la municipalité est comme toujours prête avec toutes ses capacités, la police, les chasse-neige et bien sûr avec la collaboration des forces de sécurité intérieure, l'armée libanaise et le ministère des Travaux publics pour assurer l'ouverture des routes et veiller au confort et la sécurité des citoyens. L'accumulation de neige sur les hauteurs des montagnes et l'éruption de sources dues aux fortes précipitations ont contribué à augmenter le niveau d'eau du lac Keraoun, qui a connu une baisse notable cette année en raison de la sécheresse de ces 2 dernières années. Avec ce temps neigeux qui prédomine au Liban, vous trouverez certainement cette information pour le moins étrange. L'Observatoire européen Copernicus a affirmé que le mois de janvier 2025 fut le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Il s'agit d'un record surprenant selon les experts. Avec une température moyenne de 13,23 degrés Celsius, janvier 2025 a dépassé de 1,75 degrés le niveau pré-industriel avant que les humains modifient en profondeur le climat par l'utilisation massive du charbon, du pétrole et des gaz fossiles et qui contribuent au réchauffement climatique. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l'armée israélienne de préparer un plan en vue de permettre aux habitants de Gaza de partir volontairement
après les déclarations de Donald Trump sur un potentiel déplacement des Palestiniens de ce territoire. Il s'agit de permettre à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de l'accueillir, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le plan comprendra des options de sortie au point de passage terrestre ainsi que des dispositions spéciales pour les sorties par voie maritime et aérienne, a-t-il ajouté. Alors qu'Israël interdit aux Palestiniens de Gaza toute sortie du territoire et que le seul point de passage vers l'Égypte n'est ouvert que pour des évacuations médicales, Katz ne précise toutefois pas s'il a l'intention de laisser transiter par Israël les Palestiniens de Gaza qui choisiraient l'exil. L'administration américaine s'est efforcée de nuancer la proposition du président Donald Trump de prendre le contrôle de Gaza et le chef de l'ONU a mis en garde contre un nettoyage ethnique dans le territoire palestinien. Après un déluge de critiques internationales sur le projet d'une prise de contrôle américaine de Gaza et d'un déplacement de sa population, le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que tout transfert des Gazaouis serait temporaire. Trump veut reconstruire les bâtiments afin que les gens puissent y retourner, a-t-il dit. La Maison-Blanche a pour sa part indiqué que Donald Trump ne s'était pas engagé pour l'instant à envoyer des troupes à Gaza. Donald Trump a fait cette annonce mardi après avoir reçu à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a qualifié l'idée de remarquable. C'est la première bonne idée que j'ai entendue, a déclaré le chef du cabinet israélien, qui a estimé que cette initiative ne signifiait pas nécessairement que les Palestiniens quittent définitivement le territoire. Ils peuvent partir, ils peuvent revenir, ils peuvent se réinstaller et revenir, mais il faut reconstruire Gaza, a-t-il déclaré. Alors que le président américain a assuré que tout le monde adore sa proposition, celui-ci s'est heurté à un refus catégorique de l'administration palestinienne. Nous ne permettrons pas que soient bafoués les droits de notre peuple, a fustigé le président palestinien Mahmoud Abbas. Le Hamas a de son côté accusé Trump de jeter de l'huile sur le feu. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a quant à lui insisté qu'il est essentiel d'éviter toute forme de nettoyage ethnique. Il a rappelé le droit des Palestiniens à vivre comme des êtres humains sur leur propre territoire. Le président égyptien et son homologue français Emmanuel Macron ont pour leur part averti que tout déplacement forcé de la population palestinienne à Gaza comme en Cisjordanie serait inacceptable. Il s'agirait d'une violation grave du droit international, d'une entrave à la solution à deux États et d'un facteur de déstabilisation majeur pour l'Égypte et la Jordanie, ont-ils jugé lors d'un échange téléphonique selon un communiqué de la présidence française. La Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Ligue arabe ont aussi rejeté le plan américain, de même que l'Union européenne. Alors qu'une vague sismique frappe l'île grecque de Santorini et qu'un tremblement de terre de magnitude 5,2, le plus fort depuis le week-end, a été enregistré, la Turquie vit une nuit de douleur, une nuit de mémoire. Il est 4h17 à Antioche, à l'extrême sud de la Turquie. Dans l'obscurité silencieuse, des silhouettes se rassemblent lentement. Tout se tient là, figé dans le temps, à l'heure exacte où, il y a un an, la terre s'est mise à trembler. Le 6 février 2023, un séisme d'une magnitude de 7,8 a frappé cette région, transformant des villes entières en champs de ruines. 60 000 vies ont été fauchées en quelques minutes, un cauchemar gravé à jamais dans la mémoire des survivants. Les regards sont tournés vers le fleuve Oronte, témoin silencieux de leur chagrin et de la tragédie. Un à un, les habitants y jettent des fleurs blanches, des roses, des lys, comme une prière, comme un dernier adieu à ceux qui ne sont plus là. Antioche porte encore les stigmates du désastre. Les décombres ont disparu, mais les cicatrices, elles, restent visibles dans les rues, sur les murs fissurés et dans les cœurs brisés. Pourtant, malgré la douleur, il y a aussi une lueur d'espoir. Les survivants se tiennent la main, solidaires. Ils reconstruisent, ils avancent. Un an après, le souvenir est intact, mais la vie reprend doucement, inexorablement. Ici à Antioche, sous les premières lueurs de l'aube, une promesse résonne. Nous n'oublierons jamais.
Cortina, 70 ans après, un retour olympique historique. En 2026, les Jeux olympiques d'hiver feront leur grand retour à Cortina d'Ampezzo, 70 ans après que cette localité a accueilli l'édition de 1956. À l'époque, cette petite ville des Dolomites pouvait organiser les Jeux à elle seule. Aujourd'hui, l'ampleur de l'événement nécessite plusieurs sites, dont Milan, la plus grande ville du nord de l'Italie. Les deux sites, à plus de 400 km l'un de l'autre, seront les hôtes principaux des Jeux qui se déroulent du 6 au 22 février avec 5 autres sites dans le nord de l'Italie. Ainsi, les Jeux retournent sur un site européen traditionnel pour la première fois depuis 2 décennies. Ces Jeux marqueront également un tournant en matière de parité des sexes avec une répartition presque équitable entre athlètes masculins et féminins. En 1956, les femmes ne représentaient que 16,3% des participants. En 2026, elles seront environ 47%. De plus, de nouvelles disciplines, comme le ski-alpinisme, feront leur entrée, témoignant de l'évolution constante des sports d'hiver au fil des décennies. Avec cette édition, l'Italie accueillera les Jeux olympiques d'hiver pour la 3e fois. La première était à Cortina en 1956. La seconde à Turin en 2006. L'Italie affirme ainsi une nouvelle fois sa passion pour les sports de glisse. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Radio Télé Libre.